Quel est le secret qui se cache derrière les notes enveloppées de la sonate? Le mystère est vivant et obsédant. Bienvenue au Casebook Club. Je suis votre hôte, Lucien. Dites-nous d'où vous regardez l'émission. Vos commentaires sont toujours très intéressants. Découvrons ensemble la vérité. Le village de Netherbramble était le genre d'endroit où le temps, semblait-il, préférait serpenter plutôt que marcher. Les jours se comptaient dans le bruissement des haies et le tintement des tasses de thé. Niché dans une douce vallée du West Country, il était connu pour 3 choses. C'est Dahlia Primée, la tristement célèbre épouse du vicaire capricieux, et le récital d'été annuel dans l'ancien domaine de Hargreaves. L'événement de cette année promettait quelque chose d'assez spécial. Le seul héritier des Hargreaves, le jeune et talentueux pianiste Julian Hargreaves, était revenu de Vienne et devait interpréter une sonate originale, sa première composition depuis la mort mystérieuse et soudaine de son mentor, le maestro Anton Verhagen. Tout le village était en émoi. Les billets étaient rares et les spéculations sur la pièce de Julian, intitulée Sonate en ré mineur, un adieu, étaient endémiques. Miss Marple, désormais 70 ans, mais toujours aussi vive, avait accepté son invitation avec une douce curiosité. Elle avait toujours trouvé la musique plutôt révélatrice, moins sur les notes que sur les gens qui les jouaient. Elle est arrivée rapidement, vêtue de son doux châle gris et de son petit carnet habituel, qui, selon elle, était pour les modèles de laine, même si on ne sait jamais. Le récital a eu lieu dans le salon des Hargreaves, un espace élégant bordé de portraits poussiéreux et de lourds rideaux de velours. Le piano, un grand Bechstein ayant appartenu à la mère de Julian, brillait sous les lustres bas. Les invités se sont rassemblés en groupe. Le médecin local et son épouse sévère, le révérend Swithin et sa fille douloureusement timide, la professeure de musique nouvellement arrivée, Miss Lenora Bexley, et plusieurs autres personnes de la campagne environnante. Tous curieux, tous observant Julian avec une anticipation voilée. Le récital commença en douceur. Une sélection de préludes de Chopin et un impromptu vif de Schubert ont ravi le public. Puis vint la sonate. Julian l'annonça d'une voix calme et hésitante, et tandis qu'il s'asseyait, quelque chose dans son comportement, une tension juste sous la surface, attira l'attention de Miss Marple. Le premier mouvement était obsédant, le second presque douloureux. Alors que la note finale du dernier mouvement devenait silencieuse, un silence tomba sur la pièce, interrompu seulement par le cliquetis d'un verre de vin en cristal sur le parquet. Monsieur Archibald Endicott, avocat local et soi-disant critique, musical, se tenait debout, une main se tenant la gorge. Il y eut un bruit étouffé, un spasme. Il fit 2 pas en avant. « Poison !» haleta-t-il. Puis, avec une respiration sifflante et une rigidité alarmante, il s'effondra à côté du bébé grand. Les halètements se sont transformés en cris. La fille du vicaire s'est évanouie et Miss Lenora Bexley a laissé tomber son sac à main avec un bruit sourd. Miss Marple ne bougea pas au début. Ses yeux bleu pâle, aussi perçants et inébranlables que ceux d'un faucon, n'étaient pas fixés sur le corps, ni sur l'agitation, mais sur Julian Hargreaves, toujours assis au piano, les mains légèrement posées sur les touches, l'expression illisible. Elle referma son cahier. « Une chose étrange, la mort », murmura-t-elle à personne en particulier. Mais le plus étrange de tout, c'est quand cela arrive précisément au bon moment. À l'aube du lendemain matin, Netherbramble
était un village transformé, là où, autrefois, le doux cliquetis des seaux de lait et le chant des oiseaux dominaient les heures du matin. Il n'y avait désormais qu'un seul sujet de conversation. La mort soudaine et théâtrale de M. Archibald Endicott lors du récital d'été des Hargreaves. C'est Madame Lavinia Prowse, la maîtresse de poste ayant un penchant pour les gestes de mains exagérées et les potins spéculatifs, qui a annoncé la nouvelle au reste du village. Elle avait naturellement assisté au récital et était arrivée au bureau de poste avant le lever du soleil, essoufflée par l'urgence et les rumeurs confuses. En quelques heures, des détails, certains vrais, beaucoup embellis, se sont répandus comme de l'encre répandue dans la communauté. Il s'est serré la gorge, violemment, je vous le dis, a-t-elle dit au révérend Swithin, qui était venu prendre son journal du matin, mais est resté pendant le scandale. Ah, fait un bruit horrible comme celui d'une oie étranglée, morte avant de toucher le sol. Terrible affaire, murmura le révérend, ses doigts fins tournant les pages du laiton sans lire un mot. Terrible. Et en présence de musique, rien de moins. Pendant ce temps, Miss Marple, qui était rentrée chez elle, dans son cottage couvert de lierre sur Church Lane peu après l'incident, était assise tranquillement, en train de tricoter une paire de mitaines gris tourterelles. Elle avait peu dit aux gendarmes sur les lieux la nuit précédente, se contentant de donner son nom et un bref commentaire sur le fait que M. Endicott avait l'air un peu rouge pendant la représentation. Les autorités avaient emporté le corps et les participants au récital étaient doucement conduits dans des voitures en attente par un Julian Hargreaves solennel, dont le comportement, poli mais distant, n'était pas passé inaperçu. En milieu de matinée, l'inspecteur Crispin Lyle est arrivé de la police du comté, homme grand et simple, avec une moustache cirée et une préférence pour les lignes droites et les conclusions rapides. Il connaissait déjà Miss Marple de réputation. Elle, de son côté, le regardait avec le détachement poli, habituellement réservé aux jeunes hommes qui confondaient certitude et compétence. Lyle commença ses investigations avec une efficacité méthodique. Des entretiens étaient programmés, des notes prises et des soupçons notés dans son carnet de cuir noir. Au centre de son attention se trouvaient 3 points. Le verre de vin qu'Endicott avait bu, le contenu de la pièce musicale de Julian Hargreaves et la disposition des sièges. « Poison », dit-il au docteur Ambrose Fenn, le médecin principal du village. « Nous avons envoyé le verre et les résidus au laboratoire d'Exeter. Le coroner pense qu'il s'agit de strychnine, en attendant confirmation. » Le docteur Fenn, un homme corpulent avec des lunettes et l'air de quelqu'un toujours légèrement préoccupé par ses propres pensées, secoua la tête. Étrange façon de le livrer. Dans le vin, l'homme n'était pas vraiment un gros buveur. Pourtant, c'est la seule explication que nous ayons pour l'instant, marmonna Lyle. Pendant que l'inspecteur faisait sa tournée, les villageois spéculaient librement, chacun sûr d'avoir saisi une vérité essentielle que d'autres avaient manquée. À la boulangerie, on a entendu Madame Dalrymple marmonner. « Il a toujours eu des ennemis, Endicott. Vous ne pouvez pas être avocat pendant 30 ans sans accumuler quelques rancunes. Mais lors d'un récital ?» demanda incrédule le commis boucher, en emballant une livre de jambon. « Et qui empoisonne un homme en pleine Chopin ? Il a toujours dit que la musique était un poison, » répondit-elle avec colère. « Ironique, n'est-ce pas ?» Au cœur de tout cela se trouvait Julian Hargreaves. On ne l'avait pas revu depuis la nuit précédente, se retirant dans le manoir avec les stores tirés.
Certains ont dit qu'il était sous le choc. D'autres ont parlé à voix basse de la mort du maestro Verhagen et se sont demandé s'il y avait eu plus que ce qui avait été rapporté. Après tout, 2 musiciens, tous 2 liés à la même sonate, tous 2 désormais morts. Miss Marple, fidèle à son habitude, n'a pas proposé de théorie. Au lieu de cela, elle vaquait à sa routine quotidienne avec une diligence tranquille. Elle s'arrêta chez le marchand de légumes pour s'enquérir des pommes. Elle a passé 1 heure à l'église Saint-Mildred pour organiser la rotation des fleurs. Et elle prit le thé avec Miss Witherby, l'institutrice à la retraite, dont le souvenir des incidents de son enfance était presque aussi vif que celui de Miss Marple. « Je me souviens du jeune Julian, » dit Miss Witherby en versant du thé. « Garçon sensible. Il a toujours eu ses grands yeux maussades comme sa mère, terriblement attaché à ce vieux maestro. Il revenait de Vienne pour Noël, mince comme un râteau. Mais des doigts brillants, Jane. Des doigts comme des araignées dansaient absolument sur les touches. Le chagrin laisse souvent des traces. Oh, n'est-ce pas ? Dit doucement Miss Marple en remuant son thé. Même si je me demande si cela se présente toujours comme du chagrin. Parfois, vous savez, cela se cache comme quelque chose de tout à fait différent. De l'amertume, de la culpabilité, même de la rage. Miss Witherby cligna des yeux. « Bon Dieu, Jane, vous ressemblez à un détective. »« Oh non, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « Juste une vieille femme qui a vu à quoi ressemblent les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. » 7. Après-midi-là, l'inspecteur Lyle a rendu visite à Miss Marple en personne. Il n'avait pas eu l'intention de l'interroger sitôt, mais la nouvelle de ses intuitions lui était parvenue, et bien qu'il fût sceptique, il avait suffisamment d'expérience pour savoir qu'ignorer Miss Marple n'était généralement pas judicieux. Elle l'a accueilli avec du thé et un gâteau aux graines. « J'imagine que vous voulez savoir ce que j'ai vu, inspecteur, » dit-elle en versant le thé. Lyle hésita. « Oui, si vous le souhaitez, Miss Marple. »« Eh bien, » commença-t-elle, « Archibald Endicott est arrivé 10 minutes en retard, comme il le faisait toujours lors des occasions sociales. Il s'est assis, près du devant, tout près du piano. J'ai remarqué que son regard errait tout au long de la prestation de Julian, mais il se posait particulièrement sur Miss Bexley, la nouvelle professeure de musique. Elle était assise près de lui. « Non, » dit Miss Marple en beurrant un scone. « En face de lui, en fait. C'est ce qui m'a frappé. Il est difficile de regarder directement quelqu'un de l'autre côté de la pièce, à moins d'avoir une raison. » Lyle a noté une note, et Julien, il a demandé. Assez calme, mais ses doigts tremblaient légèrement avant de commencer la sonate. Pas de nerfs, je pense, de l'anticipation ou de la peur. A-t-il offert le vin à Endicott? Non, cela a été fait par un valet de pied, je crois, un membre du personnel du domaine. Mais elle fit une pause, fronçant les sourcils pensivement. Je me souviens de quelque chose d'étrange. Lorsque la sonate s'est terminée et que M. Endicott s'est levé, Julian ne s'est pas retourné pour regarder. Tout le monde l'a fait. Il est resté assis tranquillement, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. Les sourcils de Lyle se haussèrent. Vous insinuez qu'il s'y attendait? Oh non, répondit doucement Miss Marple. Je suggère qu'il le craignait. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres et projetait Netherbramble dans une ombre dorée, le village tourbillonnait d'intrigues. Le récital censé annoncer le retour triomphal de Julian Hargreaves était devenu une chambre de la mort, et tout le monde
du boulanger à la fille du vicaire, avait quelque chose à dire. Mais Miss Marple, toujours une observatrice discrète, savait que les vraies réponses venaient rarement de voix élevées dans la spéculation. Ils venaient des silences, les regards de côté, les choses non dites, et quelqu'un, peut-être plus d'un, avait non seulement menti, mais l'avait fait avec une habileté remarquable. L'inspecteur Crispin Lyle se considérait comme un homme moderne, un professionnel, motivé par la procédure et la logique. Et pourtant, alors qu'il était assis ce soir-là dans la bibliothèque du domaine Hargreaves, un cahier à la main, il se retrouva distrait à plusieurs reprises par le souvenir du commentaire discret de Miss Marple. « Je suggère qu'il le craignait. » Il se frotta la mâchoire, déstabilisé, et tourna son attention vers le jeune homme assis devant lui. Julian Hargreaves avait l'air pâle, mais calme, vêtu d'un col roulé sombre, et les longs doigts d'un pianiste croisés calmement sur ses genoux. « Vous savez, bien sûr, que la boisson de M. Endicott contient de la strychnine, » a déclaré Lyle sans préambule. L'expression de Julian a à peine changé. « Oui, tu me l'as dit hier soir. Horrible. Vous avez versé le vin ?» Julien secoua la tête. « Non. Le personnel du domaine s'occupait des rafraîchissements. Probablement Gérald, le plus jeune valet de pied. Il s'occupait des boissons ce soir-là. Avez-vous vu quelqu'un toucher au verre ? Non. Je ne regardais pas vraiment la table des rafraîchissements. » Lyle a pris note. « Avez-vous eu une dispute avec M. Endicott ?» Julian cligna des yeux. « Pas spécialement. Je le connaissais, bien sûr. Il s'occupait du testament de mon père il y a des années et conseillait toujours la succession sur de petites questions. Mais une querelle ? Non. Diriez-vous qu'il était très apprécié ? » Julian hésita pour la première fois. « Non, pas spécialement. Il était efficace, mais pompeux, et méchant à sa manière. Je ne peux imaginer personne. Aimé, archi. Et pourtant, quelqu'un l'a tué. » Julien ne dit rien. « Parlez-moi de la sonate, » dit Lyle en changeant de tactique. « Cette pièce. Adieu. » Les doigts de Julian se contractèrent légèrement. Il a été écrit après la mort de Maestro Verhagen. Un hommage, en quelque sorte. Y a-t-il quelque chose qui aurait pu contrarier M. Endicott ? Les yeux de Julian se levèrent. C'est juste de la musique. La musique peut provoquer des sentiments forts ? Oui, mais pas de meurtre. Lyle l'étudia un long moment, puis ferma son cahier. « Merci, Monsieur Hargreaves. Ce sera tout pour le moment. » Dehors, l'inspecteur traversa le couloir pour parler avec la gouvernante, Madame Biddleshaw, une femme robuste qui servait la famille Hargreaves depuis que Julian portait des pantalons courts. Elle a insisté sur le fait que le personnel n'avait aucune raison de nuire à M. Endicott et que Gérald, le valet de pied en question, avait été bien en vue pendant le service des boissons. Je ne me suis éloigné qu'un instant pour aller chercher un autre plateau de vin, a-t-elle admis. Mais c'est à ce moment-là que nous étions en train de placer tout le monde pour la sonate. Gérald ne ferait pas de mal à une mouche, monsieur. Un peu lent celui-là, et il aime terriblement maître Julian. Le front de Lyle se plissa. Trop de pièces mobiles et aucun suspect concret. Mais quelque chose que Miss Marple avait dit lui revint. Le chagrin se cache souvent sous quelque chose de tout à fait différent. Si Julian avait profondément aimé son mentor, Endicott aurait-il pu contribuer à la disparition du maestro ? Mais aucun acte criminel n'a été signalé à Vienne. De retour au village, Miss Marple s'était promenée tranquillement jusqu'à Saint-Mildred, où elle avait trouvé le révérend Swithin s'occupant des parterres de fleurs avec le genre de
soin distrait qui suggérait un trouble intérieur. Le vicaire était un homme gentil mais agité qui ne maîtrisait jamais vraiment l'art du calme. « C'est terrible, Jane, » dit-il alors qu'elle s'approchait. « Monsieur Endicott, je veux dire, devant tous ces gens, juste devant ma fille. »« Pauvre enfant, » dit doucement Miss Marple. « Elle s'est évanouie, je me souviens. »« Oui, elle est terriblement sensible. Mais je me demande, Jane, était-ce vraiment du poison ? » La police semble tout à fait sûre. Il fronça les sourcils. « Et le garçon, Julian, un jeune homme tellement doué. Savez-vous que ma fille lui écrivait des petits poèmes quand ils étaient tous les deux adolescents ? » ?»« Oh ? Oui, c'est terriblement gentil de sa part. Je ne les ai jamais envoyés, bien sûr. Mais elle a toujours eu un faible. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Les premiers amours sont des choses puissantes. Ils laissent des impressions qui durent bien plus longtemps qu'on ne l'admettrait. Le vicaire soupira. « Pensez-vous qu'il l'a fait ? » ?»« Je pense, » dit-elle en examinant attentivement une tulipe jaunissante, « que quiconque peut composer quelque chose d'aussi triste et beau que cette sonate est capable d'un grand nombre de sentiments, profonds et compliqués. Mais si l'un de ces sentiments est la culpabilité, reste à voir. » Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite au professeur de musique, Miss Lenora Bexley, qui vivait dans la maison de l'ancienne institutrice à la lisière du village. C'était une femme remarquable d'une trentaine d'années, avec des yeux intelligents et une voix qui portait l'articulation précise de quelqu'un habitué à corriger les autres. Elle accueillit Miss Marple avec une politesse formelle et du thé dans de délicates tasses en porcelaine. « Vous étiez assise en face de M. Endicott pendant le récital, » a commencé Miss Marple après les premières plaisanteries. « Je me demande, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Miss Bexley se raidit légèrement. Seulement qu'il semblait particulièrement intéressé par ce que je faisais. Je prenais des notes. Je le fais toujours pendant une représentation. Des notes sur la musique, oui, les aspects techniques. Le style de Julian a mûri. Je n'ai jamais entendu ce niveau de dissonance de sa part auparavant. C'était presque violent, pas du tout structuré de manière traditionnelle, plus émotionnel. Cela m'a frappé que quelque chose d'assez personnel soit dit, mais pas avec des mots. Connaissez-vous bien Julian? Nous avons étudié auprès du même maître, Verhagen, même si je n'ai été à Vienne que brièvement avant de retourner en Angleterre. Julian est resté beaucoup plus longtemps. Vous deviez aimer le maestro. La tasse de thé de Lenora s'immobilisa. Oui, très. Miss Marple laissa le silence s'étendre un instant. Je me demande, Miss Bexley, croyez-vous qu'il est possible pour quelqu'un de cacher la vérité de ses intentions dans la musique? Lenora leva brusquement les yeux. Oui, la musique est pleine de secrets, même les confessions. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais intérieurement, elle enregistra la réponse avec soin. Confession. Un mot curieux. Alors que la journée tombait au crépuscule, le village de Nettebramble semblait vibrer de tensions silencieuses. Les ragots s'étaient réduits à de faibles murmures, le sentiment de spectacle remplacé par quelque chose de plus lourd. Chaque villageois regardait désormais son voisin avec une pointe d'incertitude. Qui, après tout, empoisonnerait un homme en pleine sonate? Et plus important encore, pourquoi? De retour à son cottage, Miss Marple prépara une nouvelle théière et récupéra son cahier, celui qui n'était pas utilisé pour les patrons de laine. Elle n'a écrit qu'une seule phrase. La sonate n'était pas un adieu, c'était un avertissement.
Le Dodritzer. Lendemain matin, l'inspecteur Lyle avait tiré ses conclusions préliminaires et, comme la plupart des enquêteurs qui préféraient l'efficacité à la complexité, il pensait avoir trouvé une solution intéressante. Julian Hargreaves, y annonça-t-il au docteur Fenn alors qu'il se tenait devant le bureau du coroner à Barcombe, à proximité. Il avait un motif, un accès et l'instabilité émotionnelle qui suit toujours le génie. La victime a insulté sa musique dans le passé, probablement opposé au récital. Et Julian, déjà en deuil de son mentor, l'a pris personnellement. Le docteur Fenn émit un grognement évasif. « Peut-être, mais je vous conseille d'être prudent. Le génie est peut-être instable, oui, mais il est rarement stupide. Et le poison lors d'un récital public. » Il haussa un sourcil. « Cela me semble très stupide. C'est exactement ce que je veux dire, » répondit Lyle. Il voulait faire valoir un point, une performance. La sonate en faisait partie. Pourtant, l'inspecteur a hésité avant de prendre des mesures formelles. Le poison n'avait pas été définitivement attribué à une bouteille spécifique, et sans preuve directe liant Julian à l'administration du poison, l'arrestation de l'héritier de la succession Hargreaves pourrait susciter plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Au lieu de cela, Lyle s'est tourné vers les entretiens. Des pressions subtiles, du genre à révéler des fissures dans le sang-froid d'un suspect. Julian a été interrogé une fois de plus. Et cette fois, Lenora Bexley a été interrogé, suivi de Gérald le valet de pied. C'est ce dernier qui a donné à Lyle son premier vrai fil de discussion. « Je me souviens de quelque chose d'étrange », dit nerveusement Gérald en tournant sa casquette dans ses mains. « Quand j'ai apporté les boissons, juste avant la sonate, j'ai vu M. Endicott prendre un verre sur le plateau puis hésiter. » « Hésiter ?» ?»« Oui, monsieur. Il a regardé un peu autour de lui, comme s'il n'était pas sûr de quelque chose. Puis il a pris un autre verre. Reposé le premier. Je n'y ai rien pensé à ce moment-là. »« Et qu'est-il arrivé au verre qu'il n'a pas boire ?» Gérald déglutit. « Eh bien, il était toujours sur le plateau, je pense. Une des dames l'aurait peut-être pris après la sonate. » Lyle griffonnait furieusement dans son carnet. « Quelle dame ?»« Je ne m'en souviens pas, monsieur. Peut-être Miss Bexley ou Madame Marchwood. Il y avait trop de monde. Ce simple souvenir a provoqué une vague de malaise dans la théorie de Lyle. Si Endicott avait choisi le verre empoisonné, alors peut-être que le tueur n'avait pas ciblé lui spécifiquement. Ce qui a soulevé la question effrayante, le meurtre était-il destiné à quelqu'un d'autre? Il a immédiatement envoyé chercher Madame Marchwood. Madame Edith Marchwood était la veuve d'un capitaine de la Royal Navy et connue pour son esprit sec et sa langue acérée. Elle accueillit l'inspecteur Lyle avec un mélange de curiosité et de condescendance. « Si vous suggérez que quelqu'un a tenté d'empoisonner moi, jeune homme, dit-elle d'un ton sec, alors laissez-moi vous assurer que Nether Bramble aurait besoin d'un méchant beaucoup plus déterminé. Avez-vous, à un moment donné, pris un verre sur le plateau de Gérald après M. Endicott? Bien sûr, tout le monde l'a fait. Mais je ne me suis certainement pas effondré devant un bébé grand. Alors, à quoi ça sert? Vous ne vous souvenez pas de... Quel verre? Je n'ai pas l'habitude de mémoriser les vers à pied, inspecteur. » Elle s'appuya contre le dossier de son fauteuil, l'étudiant avec des yeux plissés. « Vous pensez que c'était aléatoire, n'est-ce pas? Que le tueur avait l'intention de frapper quelqu'un d'autre? J'explore toutes les options. » Madame Marchwood renifla. « Alors, en voici un pour votre carnet. Archie Endicott avait beaucoup d'ennemis.
Vous devriez parler à Miss Witherby. Archie a coûté son héritage à son frère, ou à Madame Prowse, la maîtresse de poste. Il a menacé de poursuites judiciaires lorsqu'elle a coupé ses hortensias qui pendaient au-dessus de sa clôture. Et avez-vous déjà parlé à Lenora Bexley? Oui. Alors vous saurez qu'elle et Julian avaient une sorte de rivalité, musicale et autre. Et je ne parle pas seulement du piano. Le stylo de Lyle s'arrêta. Continue. Oh, c'est de notoriété publique. Verhagen adorait Julian. Lenora est allée à Vienne dans l'espoir de faire la même chose et est revenue à la maison moins d'1 an plus tard. Déçue, si vous me le demandez, ce genre d'amertume s'envenime. Lyle a quitté la maison des Marchwood avec sa théorie bien rangée, désormais complètement dévoilée. 3 nouveaux motifs, 3 nouveaux suspects, et tous capables. Pendant ce temps, Miss Marple ne restait pas inactive. Elle avait rendu une visite tranquille au jardin de Miss Bexley sous prétexte d'admirer ses digitales, même si son attention était clairement attirée par les rosiers soigneusement taillés et une légère trace d'éraflure au bord de l'allée du jardin. Quelqu'un s'était tenu là récemment, peut-être en train de fumer, étant donné la marque de brûlure révélatrice sur la pierre. Miss Bexley, elle-même, semblait calme, mais prudente. « J'ai entendu dire que Julian est désormais suspecté, » et dit-elle alors qu'il se tenait près des parterres de fleurs. « L'inspecteur Lyle est un homme très concentré, » dit doucement Miss Marple. « Parfois, c'est un avantage, parfois, non. » Il ne l'a pas fait. Miss Marple se tourna vers elle, les sourcils levés. Lenora détourna le regard. « J'ai vu son visage quand c'est arrivé. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de l'horreur. »« Mais horreur de quoi, je me demande ?» murmura Miss Marple. « Que Monsieur Endicott était mort, ou qu'il y avait lui-même joué un rôle d'une manière ou d'une autre ?» Lenora ne répondit pas, mais sa mâchoire se serra. « Dites-moi, ma chère, » a poursuivi Miss Marple, « croyez-vous que la musique peut véhiculer une intention? Pas seulement une émotion, mais des messages délibérés ?» Lenora eut un petit rire tendu. « Oui, absolument. Mais que quelqu'un d'autre puisse les entendre, c'est le problème. » Et Monsieur Endicott, pensez-vous qu'il a entendu quelque chose dans la sonate? Lenora la regarda attentivement, puis se tourna vers les roses. « Je pense qu'il a entendu exactement ce qu'il était censé entendre. » Ce soir-là, alors que Miss Marple rentrait chez elle à travers les ruelles tranquilles de Netherbramble, le village semblait avoir exhalé une partie de sa tension. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Une tempête se formait. Idour, Rago avait ralenti, mais les yeux des villageois étaient devenus plus vigilants. Elle remarqua de petites choses. La fille du curé traversait la rue plutôt que de saluer Julian en passant. Comment la femme du boulanger, habituellement joyeuse, gardait la voix basse et fermait tôt son magasin. Comment les rires au pub avaient perdu de leur chaleur. De retour dans son salon, Miss Marple s'assit à côté de son panier à tricoter et passa en revue les fils de sa tapisserie mentale. Julian Hargreaves, brillant et blessé. Lenora Bexley, méprisée et peut-être vengeresse. Archibald Endicott détestait, craignait et peut-être faisait chanter un ou plusieurs des autres. Un vers empoisonné qui ne lui était peut-être pas du tout destiné. Une sonate pleine de sens, jouée dans une pièce pleine de secrets. Elle a écrit un nom en haut d'une nouvelle page de son carnet, Verhagen. Elle a tracé une ligne en dessous, puis a écrit « Pourquoi est-il mort à Vienne ?» Et qu'en savait Endicott?
Miss Marple sirotait son thé, son expression illisible. La musique, elle le savait, pouvait être beaucoup de choses, expression, confession, voire accusation. Et quelqu'un à Netherbramble avait composé un meurtre avec juste ce qu'il fallait de notes. C'est 2 jours après le récital que Miss Marple se retrouva de nouveau au domaine Hargreaves, cette fois sous prétexte de rendre un livre de jardinage emprunté. Topiaire anglais à travers les âges, qu'elle n'avait ni demandé ni ouvert. Le majordome du domaine, un homme solennel nommé Clark, la reçut à la porte et l'escorta jusqu'au salon où avait été jouée la malheureuse sonate. Le piano était toujours au centre, le couvercle au fermé, les touches intactes. Un silence persistait dans la pièce, non pas né de la paix, mais de quelque chose d'inachevé. Serait-il terriblement en avance de ma part, dit doucement Miss Marple en regardant autour d'elle, de demander « Un moment seul ici ?» Je trouve toujours que la musique laisse une sorte de résidu, un souvenir dans les murs. Clark, quelque peu incertain s'il s'agissait d'une métaphore ou d'une demande, finit par hocher la tête et s'excusa. Dès que la porte se fut fermée, Miss Marple se dirigea vers le piano. Elle n'avait pas de formation musicale, mais elle comprenait les habitudes humaines qui se sont intégrées dans les instruments. Traces de doigts, points de pression, attention ou insouciance. Elle souleva doucement le couvercle et examina les clés. Plusieurs étaient légèrement plus brillants que d'autres, jouaient peut-être plus fréquemment ou frappaient plus fort avec passion. L'un, en particulier, D en dessous du C central, présentait une légère décoloration au coin. Miss Marple se pencha plus près. Non, pas de décoloration. Quelque chose l'avait taché récemment. Elle l'a tamponné avec un mouchoir. Une trace poudreuse se détachait, à peine visible sur le tissu. Un coup à la porte la fit légèrement sursauter. C'était Julien. « Je pensais avoir entendu quelqu'un », dit-il en intervenant. Il avait l'air fatigué, le genre d'épuisement qui était moins dû au sommeil qu'au fait d'être interrogé par tout le monde, de l'inspecteur au garçon épicier. Miss Marple se tourna vers lui avec son habituel sourire de grand-mère. « Votre sonate était tout à fait remarquable, Julian. » Il eut un petit rire creux. « Cela a fait une sacrée impression. » Cela m'a fait penser à un voyage, assez curieusement, d'un lieu d'innocence à quelque chose de complètement autre. Le visage de Julian s'assombrit. « C'était l'idée. Vous savez, a-t-elle poursuivi, j'ai connu une jeune femme qui brodait des messages sur ses carrés de courte pointe. Sa famille ne l'a jamais remarqué, mais son fiancé l'a fait, et il a rompu les fiançailles lorsqu'il a lu quelque chose qui l'a terriblement dérangé. » Julien pencha la tête. « Vous pensez que j'ai caché un message dans la sonate ?» Miss Marple n'a pas répondu directement. La musique est une sorte de langage, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est quelque chose que nous ressentons plutôt que de comprendre. Monsieur Endicott semblait y comprendre très clairement quelque chose. Savez-vous pourquoi? Julian resta longtemps silencieux. Puis, il était l'avocat de Verhagen. Le sac à tricoter de Miss Marple, qui pendait à son poignet, bougea légèrement. Oh, il s'est occupé de sa succession. Lorsque Verhagen est décédé à Vienne, c'est Archie qui a géré les transitions juridiques. Mais j'ai toujours soupçonné qu'il en savait plus. Encore plus de quoi, chérie? Julien détourna le regard. Verhagen n'est pas mort paisiblement. Les journaux disaient qu'il s'agissait d'une embolie. Mais il y avait des rumeurs.
Une lettre a disparu. Une confession, en quelque sorte. Confession? Julien hésita. Verhagen était en train de mourir. Il était tourmenté, à propos de quelque chose qui s'est produit bien avant, pendant la guerre, je pense. Mais quoi que ce soit, il l'a écrit. Il l'a donné à quelqu'un pour qu'il le poste. Cela n'est jamais parvenu aux autorités. Les yeux de Miss Marple étaient calmes, même si son esprit tournait. « Et vous pensez que M. Endicott l'a intercepté ?» ?»« Oui. Il était à Vienne à cette époque-là, s'occupant d'un client juridique. Cela aurait été facile. Il connaissait des choses sur les gens. Il l'a toujours fait. C'est ainsi qu'il les faisait obéir. » Miss Marple croisa les mains. « Chantage. » Julien hocha la tête. « Mais tu ne l'as pas tué. »« Non, » dit Julian, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais j'en avais peut-être envie. Quand j'ai joué cette sonate, je voulais qu'il sentire ce qu'il avait fait. Pour entendre le regret que Verhagen est mort en portant. Je voulais le dénoncer, même si je ne pouvais rien prouver. » Miss Marple lui lança un long et doux regard. « C'est un lourd fardeau, Julian, le désir de justice. » Lorsqu'il quitta la pièce, Miss Marple retourna au piano. Elle appuya sur la touche décolorée. Cela dégageait un ton légèrement différent, très faible, mais juste assez aigu. Impair. Elle fouilla sous la clé et sentit un éclat de résistance. Tirant avec précaution, ses doigts effleurèrent quelque chose coincé dans la fente étroite entre la clé et le bois en dessous, un fragment de papier. Délicatement, elle le taquina. Il ne restait qu'un morceau, un coin de ce qui avait été autrefois une lettre, ou peut-être un document juridique. Une seule ligne était visible en caractères gras et en boucle. « Ne doit jamais atteindre le ministère. Enterrez-le avec lui, si vous devez. » Le reste a été arraché. Miss Marple l'a soigneusement plié dans son cahier. Plus tard, dans Dodesh, la journée, l'inspecteur Lyle est revenu au village. Sa frustration grandissait. Il avait congédié Julian, puis l'avait de nouveau soupçonné. Il avait interrogé tous les invités, serviteurs et villageois qui avaient franchi le seuil du Domaine Hargreaves. Et pourtant, il lui manquait un seul lien concret avec l'empoisonnement. Lorsque Miss Marple l'invita à prendre le thé, il accepta, ne serait-ce que pour un bref moment de courtoisie. « Vous semblez fatigué, inspecteur, » dit-elle en versant un verre d'un pot en argent poli. « Seulement fatigué de l'incertitude. » Elle lui tendit une tasse, puis dit avec désinvolture « Je me demande si vous avez parlé avec la fille du révérend Swithin. » Il cligna des yeux. La fille du vicaire, Émilie. Elle était très fascinée par Julian dans sa jeunesse, dit doucement Miss Marple, et très calme au récital. Presque trop calme, tu ne trouves pas? Parfois les plus sensibles d'entre nous observent bien plus qu'ils ne le laissent paraître. Lyle se redressa. « Tu crois qu'elle a vu quelque chose? »« Je crois, » dit Miss Marple, « qu'elle a entendu quelque chose. Peut-être plus d'une chose. » Lyle fut debout en un instant. « Merci, Miss Marple. »« Soyez gentil, » lui appela-t-elle. Émilie a un cœur tendre. Lorsque la porte se referma, Miss Marple rouvrit son cahier et étudia le bout de papier. Le message était accablant, mais incomplet. Quelqu'un avait tenté de cacher la dernière vérité de Verhagen. Endicott le savait. Je l'ai utilisé, mort pour ça. Mais Miss Marple n'était pas encore convaincue que Chantage seul l'avait tué. Restait le problème du vin empoisonné, des verres échangés
et d'un invité qui ne s'était pas encore manifesté avec toute la vérité. Elle se tourna vers une nouvelle page et écrivit « La clé a été changée après le récital. En dessous, le vin n'était pas destiné à Endicott. L'air dans Nether Bramble avait changé. Fini les ragots inutiles et l'excitation morbide qui avait suivi la mort choquante d'Archibald Endicott. Ce qui le remplaçait était plus lourd, plus prudent. Les murmures ne portaient désormais plus la curiosité, mais la suspicion. L'inspecteur Lyle, galvanisé par la suggestion de Miss Marple, n'avait pas perdu de temps pour retrouver Emily Swithin. La fille du vicaire, généralement une petite fille qui se déplaçait comme une ombre dans les ruelles du village, répondit à la porte du presbytère avec de grands yeux surpris et un léger tremblement dans sa voix. « Oui, entrez, dit-elle, sa voix à peine au-dessus du craquement des charnières. » Ils étaient assis dans le salon bien rangé où persistait l'odeur des vieux recueils de cantiques et du cirage à la lavande. Son père rendait visite aux paroissiens, et l'horloge marquait un rythme qui semblait presque accusateur. « Mademoiselle Swithin, dit Lyle, plus doucement que d'habitude, je me demande si vous pouvez m'aider. Quelque chose s'est peut-être produit pendant le récital, quelque chose que vous avez remarqué et que d'autres n'ont pas remarqué. Vous voyez, les observateurs discrets captent souvent les détails les plus importants. » Émilie rougit profondément. « Je me suis évanouie. »« Oui, mais avant que... Avez-vous vu quelqu'un agir de façon étrange? Près des boissons, peut-être, ou pendant la sonate ?» Elle se mordit la lèvre et ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. « Je n'ai pas vu la boisson être versée, » dit-elle lentement. « Mais j'ai entendu quelque chose. Il a attendu. » Dans le deuxième mouvement, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant, il y a un passage doux comme quelqu'un qui pleure, et à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un murmurer derrière moi. Juste un mot. Je pense qu'il pensait que personne ne le remarquerait parce que la musique était si faible. Qu'ont-ils dit? Émilie hésita, puis dit, d'une manière presque inaudible, « Traître !» Lyle se pencha en avant. « Savez-vous qui a dit cela ?» Elle secoua la tête. « Non, mais c'était une femme, j'en suis sûr. La voix est aiguë, comme si ça faisait mal de le dire. »« Et tu es sûr du mot ?» ?»« Oui. » Lyle se leva pour la remercier. En quittant le presbytère, le mot résonna à ses oreilles. Traître, qui, parmi les invités du récital, avait des raisons de le prononcer, si doucement, si amèrement, au milieu d'une sonate. Et envers qui, de retour au domaine Hargreaves, Miss Marple avait demandé à rencontrer Lenora Bexley. La jeune femme l'accueillit avec une pointe de surprise et de courtoisie réticente. Ils s'assirent sur la véranda, où les abeilles bourdonnaient dans le jardin, et où le souvenir de la musique semblait étrangement absent. « Vous étiez au courant de la lettre » a déclaré Miss Marple sans préambule. Lenora cligna des yeux. « Pardon ?» La confession que Verhagen a écrite avant sa mort. Celle qu'Endicott a interceptée. Vous le saviez. La bouche de Lenora se serra. Je m'en doutais. Juliane m'a dit quelque chose une fois, il y a des années, quand nous étudiions tous les deux sous la direction du maestro. Et vous n'avez rien dit à l'inspecteur. Parce que les soupçons ne sont pas une preuve, répondit Lenora, la voix coupée. Et j'ai appris le coup des accusations non prouvées, surtout contre des hommes puissants. Miss Marple étudia son visage. « Vous aimiez Verhagen, n'est-ce pas ?» Un moment de silence passa. Puis, oui, et il ne t'aimait pas en retour. Les yeux de Lenora brillèrent. «
pas comme je le voulais. Il admirait le jeu de Julian. Sa promesse, c'était toujours Julian, même quand Verhagen aurait dû voir ce qu'était vraiment Julian. La voix de Miss Marple était douce. « Vous croyez que Julian a causé la mort de Verhagen ?» Lenora se leva brusquement et fit les 100 pas dans la véranda. « Je ne sais pas. Mais Verhagen avait peur de quelque chose. Il s'est confié à moi vers la fin. Il a dit qu'il avait commis une terrible erreur il y a des années, pendant la guerre. Il n'a pas dit quoi. Mais il avait prévu de l'écrire, de l'avouer. Puis tout d'un coup, il était mort. Et Julian est rentré à la maison. » Miss Marple la regardait attentivement. « Pensez-vous qu'Endicott faisait du chantage, toi aussi ?» Lenora s'arrêta net. « Quoi ?»« Chi, Tiart, en savait pour vous et Verhagen. Peut-être plus que vous ne le pensiez, et peut-être aviez-vous peur qu'il le dise à Julian, ou à d'autres. » La voix de Lenora était désormais faible. « Que proposez-vous ?»« Je suggère, » dit doucement Miss Marple, que beaucoup de gens avaient des raisons de vouloir que M. Endicott se taise, mais tous n'avaient pas accès à la strychnine. Le visage de Lenora pâlit. « J'enseigne la musique, » dit-elle avec raideur. « Pas de chimie. » Mais Miss Marple avait déjà remarqué le léger tremblement de ses mains. Qu'il s'agisse de culpabilité ou de chagrin, elle ne pouvait pas encore en être sûre. Ce soir-là, alors que le soleil baissait sur les champs de Netherbramble, l'inspecteur Lyle convoqua une réunion informelle des principaux témoins dans le salon Hargreaves. Il ne s'attendait pas à des aveux, de telles choses étaient rares, mais il espérait que la pression et la proximité pourraient révéler des fissures dans l'histoire de quelqu'un. Julian arriva le premier, visiblement sur ses gardes. Puis Lenora, toujours aussi illisible. Gérald le valet de pied entra ensuite, nerveux mais volontaire. Madame Marchwood le suivit, vive et observatrice. Même le révérend Sweetin était présent, même si Émilie est restée sur place, invoquant un mal de tête soudain. Et enfin, Miss Marple, invitée mais jamais négligée, Lyle a commencé par une reformulation des faits. Rien de nouveau, mais formulé de manière implicite. Le poison était de la strychnine, administrée peu avant le début de la sonate. Monsieur Endicott l'a fait. Pas prenez le verre qui lui a été initialement proposé. Ce verre, pensons-nous, était destiné à quelqu'un d'autre. Un silence tomba sur la pièce. Ce qui soulève la question, poursuivit Lyle, qui était censé mourir ce soir-là. Il laissa le silence planer, puis se tourna vers Gérald. « Vous avez mentionné que quelqu'un avait pris le verre d'origine plus tard. » Gérald hocha nerveusement la tête. « Je le pense, mais je ne me souviens pas de qui. » Miss Marple se leva. « Si vous me le permettez, inspecteur. » Lyle hocha la tête. Miss Marple se tourna vers le groupe. Parfois, quand on ne se souvient plus OMS, ça aide à considérer pourquoi. Qui, parmi nous, avait des raisons de croire qu'il était la cible du mécontentement d'Endicott ou son chantage? Personne n'a parlé. Elle s'avança et sortit quelque chose de son sac à main. Une photographie vieillie et froissée. C'est une photo tirée d'un article de journal, prise à Vienne, il y a 20 ans. C'est Verhagen, c'est Julian, si jeune à l'époque. Et là, pointa-t-elle délicatement, il y a une femme à l'arrière-plan. Ce n'est pas le point central, mais c'est très présent. Elle tourna la photo vers Lenora. Vous êtes resté là plus longtemps que vous ne l'aviez admis. Lenora le regarda, les lèvres entr'ouvertes. Oui, je suis resté après la fin de mon mandat officiel. Je n'en ai parlé à personne.
Verhagen m'a demandé de rester. Mais ce n'était pas romantique. Pas à ce moment-là. Il avait peur. Il a dit qu'il ne pouvait faire confiance à personne d'autre. La voix de Julian l'interrompit. « Pourquoi n'as-tu pas dit tout ça avant ?» Le Nora le regarda, le visage tendu par la douleur. « Parce que j'avais peur, pas d'Endicott mais de toi. Vous vénériez Verhagen. Si vous saviez ce qu'il avait fait, intervint doucement Miss Marple. Ce n'était pas un héros de guerre, n'est-ce pas? Le Nora secoua la tête. Il a collaboré, brièvement, sous la contrainte. Il l'a profondément regretté. La lettre qu'il a écrite nommait des noms, des gens qui avaient enterré leur passé. Endicott l'a vu. Il a menacé de révéler la mémoire de Verhagen à moins que je ne lui donne ce qu'il voulait. Qu'est-ce? Et que c'était? Le silence. Et finalement, l'argent. De l'héritage de Julian. Verhagen nous avait laissé quelque chose en fiducie pour nous deux. Endicott voulait le contrôler. Miss Marple se tourna vers Lyle. C'est un enchevêtrement, inspecteur, mais tous les nœuds ne sont pas mortels. Lyle fronça les sourcils. Alors, qui a administré le poison? Miss Marple soupira. Je ne suis pas tout à fait prête à le dire. Puis elle sourit, les yeux brillants. Mais je le serai. Bientôt. 2 jours après la réunion tendue du salon, Nether Bramble s'est réveillé avec une nouvelle encore plus inquiétante que le meurtre d'Archibald Endicott. Lenora Bexley avait disparu. Sa maison, habituellement soignée et modestement entretenue, était laissée en désordre. La porte arrière était entr'ouverte et des empreintes de pas boueuses traversaient le seuil et pénétraient dans la cuisine. Une tasse de thé gisait brisée sur le sol. Son sac à main a été retrouvé sur le comptoir, intact. Mais de Lenora, aucun signe. L'inspecteur Lyle se tenait sombrement au centre de son salon, remarquant le tabouret renversé, le mince châle toujours accroché au porte-manteau près de la porte et le feu éteint dans la cheminée. Elle avait peur, dit-il à voix haute, même si personne ne lui avait demandé. Miss Marple, qui était arrivée tranquillement peu de temps après que le rapport du constable soit arrivé au poste, se tenait près de la fenêtre. Son expression était inhabituellement tendue. « Je t'avais prévenu », dit-elle doucement. « Il y a un danger chez les personnes acculées, inspecteur. » Lyle lui lança un regard de côté. « Pensez-vous qu'elle a couru ?»« Non, » dit-elle, sans hésitation. « Je pense que quelqu'un voulait la faire taire. Et ils ont réussi, du moins pour le moment. » Il hocha lentement la tête. « J'ai envoyé une équipe de recherche. Si elle se cache, nous la retrouverons. »« Si elle se cache », répéta Miss Marple, sans méchanceté. À mesure que le village s'orientait vers ce nouveau développement, l'atmosphère, déjà inquiétante, devenait plus sombre. Les portes ont été verrouillées plus tôt dans la soirée et plus d'un villageois a été vu regardant par les fenêtres aux rideaux de dentelle alors que des étrangers passaient. Même le curé, qui s'était longtemps targué de faire confiance à tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, regardait désormais ses paroissiens avec méfiance. Et quelque part, au milieu de tout cela, un nouveau murmure commença à circuler. Un murmure que même Miss Marple n'avait pas prévu. C'est la jeune Emily Swithin qui l'a entendu la première. Elle était venue au magasin du village, juste après midi, chercher le tabac de son père et quelques clous de girofle. Et elle y trouva 2 dames plus âgées, Madame Prowse et Madame Dalrymple, chuchotant d'un ton urgent près du comptoir. « Elle a menti à propos de la sonate, vous savez, » siffla Madame Dalrymple. «
Il a dit à tout le monde qu'elle connaissait à peine le compositeur, et nous apprenons maintenant qu'elle a étudié avec lui à Vienne pendant une année entière. La tromperie pure et simple. Eh bien, j'ai toujours pensé qu'elle était à moitié trop intelligente, marmonna Madame Prowse. La façon dont elle regarde les gens, comme si elle écoutait de la musique que personne d'autre ne peut entendre. Émilie avait reculé rapidement. Invisible, le cœur, patent. Elle ne savait pas si c'était la peur ou la culpabilité, ou quelque chose de plus complexe qui l'empêchait de corriger les femmes. Au lieu de cela, elle rentra chez elle, s'assit sur son lit et pleura sans savoir pourquoi. Le soir, même, Miss Marple était assise seule au coin de son feu, ses aiguilles immobiles, pour une fois. Les événements de la semaine écoulée jouaient dans son esprit non pas comme des incidents isolés, mais comme des accords qui se chevauchaient. Des notes dans un morceau discordant, chacune avec son propre tempo et son propre timbre. Elle sortit son cahier. En haut, elle avait écrit 2 crimes, un vu, un invisible. En dessous, Endicott, empoisonné. Ce n'est probablement pas la victime prévue. Lénora, disparue. Peut-être réduit au silence. Peut-être s'est enfui. Verhagen, les aveux n'ont jamais atteint les autorités. Julian, le deuil, mais aussi la dissimulation. Émilie, j'ai entendu traître. À qui a-t-il été dit? Ensuite, une dernière question. Qu'est-ce que la sonate vraiment dire? Elle tapota le stylo contre sa lèvre. La musique, avait-elle toujours cru, était une sorte de code profondément compris par ceux qui sont sensibles aux nuances de la nature humaine. Elle-même n'avait aucune compétence technique, mais elle comprenait l'esprit derrière la mélodie. Le lendemain matin, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a demandé à Julian Hargreaves une représentation privée. Il hésita d'abord, mais sa calme persistance le désarma. Ils se sont rencontrés dans le salon où avait eu lieu le meurtre. Le Bechstein était fermé depuis ce soir-là, et les clés semblaient soupirer sous les doigts de Julian lorsqu'il l'ouvrait. « Je vais y jouer une fois, » dit-il doucement. « Mais ce ne sera pas pareil. »« C'est peut-être là le problème, » répondit Miss Marple. « Il ne devrait pas être, » commença-t-il. Miss Marple restait immobile, comme de la pierre, les mains croisées sur ses genoux, écoutant. Pas aux notes. Elle n'avait aucune oreille pour la hauteur ou le tempo, mais pour lui. Au mouvement de son visage, au poids dans ses mains, à la façon dont il s'arrêtait, presque imperceptiblement, avant certaines sections. Et là, dans le deuxième mouvement, elle l'a vu. Le changement dans son expression, le léger coup d'œil vers la gauche, comme pour rappeler quelque chose, ou quelqu'un. Et puis ça l'a frappé. Il n'était pas la musique qui comptait, c'était la performance. C'était un message, mais pas destiné à Endicott. Il était destiné à quelqu'un d'autre. Elle laissa les notes finales s'installer dans le silence, puis dit doucement « Tu ne jouais pas pour lui ». Julian leva brusquement les yeux. Elle pencha la tête. « Tu jouais pour elle ?» Une pause. Puis « Oui ». « Lénora ?»« Non » murmura-t-il. « Émilie ». Miss Marple hocha lentement la tête. « Tu savais qu'elle comprendrait. » Julian se frotta le visage, à 2 mains. « Je pensais qu'elle comprendrait ce que je voulais dire, qu'elle viendrait me voir après, dit quelque chose, mais elle ne l'a jamais fait. »« Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Julian lui lança un rire brisé. « Cela dont je me souvenais, ce que je savais. »« Tu savais quoi ?» Il hésita. « Il y a des années, Émilie et moi, quand nous n'étions que des enfants, en fait, nous avons vu quelque chose.
Nous avons entendu quelque chose, dans les bois derrière le presbytère. Endicott était là, avec Verhagen. Ils ne nous ont pas vus. » Miss Marple se pencha en avant. « Qu'as-tu entendu ?»« Une menace. Endicott a dit à Verhagen que s'il ne gardait pas le silence, d'autres souffriraient. Il a mentionné quelqu'un d'autre, quelqu'un au gouvernement, un nom que je n'ai pas reconnu à l'époque. Et Émilie s'en est souvenue aussi. Je pense qu'elle a essayé d'oublier. Elle s'est évanouie au récital parce qu'elle a réalisé ce que j'essayais de dire. Mais cela lui a fait peur. » Miss Marple se leva. « Alors nous devons lui parler, maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Mais il était trop tard. Émilie Swithin n'était pas au presbytère. Son père, visiblement bouleversé, a rapporté qu'elle était partie plus tôt dans la matinée sans explication. Juste un mot, soigneusement plié et posé sur son oreiller. « Je suis désolé, je ne pouvais plus le porter. » Miss Marple lut la note en fronçant les sourcils. Ce n'était ni une note de suicide, ni une confession complète. C'était un retrait d'une vérité trop lourde à supporter. « Elle est partie à l'ancienne carrière, » dit soudain le vicaire, la voix tremblante. La tête de Miss Marple se releva brusquement. « Où ?»« Il y a un endroit où elle allait lorsqu'elle était enfant. Une falaise au-dessus de l'étang de la carrière. Elle a dit que cela lui donnait l'impression d'entendre le monde respirer. » Miss Marple se tourna vers Julian. « Nous devons la retrouver. Maintenant. » Il faisait presque nuit lorsqu'ils atteignirent la carrière. Julian, Miss Marple et l'inspecteur Lyle, qui avait été appelé en cours de route. L'étang en contrebas scintillait comme du verre noir, et au bord de l'étroite falaise, une silhouette se tenait immobile. Émilie. Elle se tourna alors qu'ils approchaient, les yeux rouges mais secs. « Je ne vais pas sauter, » dit-elle doucement. « Je voulais juste me rappeler à quel point c'était calme. » Julian s'avança, mais Miss Marple leva la main et se plaça à côté de la jeune fille. « Vous vous souvenez de ce qu'il a fait, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Et depuis, tu as peur ?» Émilie hocha la tête. « Il a dit qu'il ruinerait mon père, qu'il dirait que j'avais inventé. Tu ne l'as pas fait. » « Je sais, mais quand j'ai entendu la musique, je savais que Julian s'en souvenait aussi. Cela m'a tout rappelé. » L'inspecteur Lyle s'avança, la voix calme. « Émilie, as-tu empoisonné Archibald Endicott ?» Elle le regarda, surprise. « Non, dit-elle, mais je sais qu'il l'a fait. » Le silence qui suivit fut absolu. Miss Marple posa une main sur l'épaule d'Émilie. « Alors il est temps de nous le dire. Les mots d'Émilie, je sais qu'il l'a fait, suspendus dans les airs comme un glas qui sonne. » Pendant un instant, ni Julian, ni l'inspecteur Lyle ne parlèrent. Seule Miss Marple, toujours aussi sereine et stable, croisa le regard de la jeune fille avec un calme inébranlable. Émilie tourna son visage vers l'étang de la carrière en contrebas, observant une ondulation glisser à la surface. « Et au début, je n'ai pas compris, » dit-elle doucement. « Mais ensuite, je me suis souvenu du verre. Le verre à vin que j'ai ramassé après qu'Archie ait posé le sien. Il a été impoli avec moi ce soir-là. Il m'a appelé fille comme si j'étais une femme de chambre. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « J'ai remis le verre sans boire. J'allais en prendre un autre, mais j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Quand je me suis retourné, j'ai vu Lénora. » Les doigts de Miss Marple se resserrèrent légèrement sur sa canne. « Elle m'a dépassé et a pris le verre, » a poursuivi Émilie. « Je n'y ai rien pensé. Je pensais qu'elle était juste impatiente. Mais après le début de la musique, je me suis souvenu de son expression. Froid,
déterminé. L'inspecteur Lyle échangea un regard avec Miss Marple. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, Emily ?»« Je n'étais pas sûre de ce que j'avais vu. Je ne savais même pas que le verre était empoisonné jusqu'à ce que l'inspecteur en parle plus tard. Et à ce moment-là, j'avais peur. » Juliane s'avança, la voix basse. « Et elle a pris ton verre. » Emily hocha la tête. « Mais je n'y avais pas touché. J'étais distrait. Donc ça devait être celui qui m'était destiné. » La voix de Miss Marple était calme. « Et la victime visée, c'était donc vous. » Emily déglutit. « Oui. » Miss Marple se tourna vers Lyle. « Inspecteur, voudriez-vous m'accorder une faveur ?»« Bien sûr. J'aimerais parler à Miss Bexley. Seule. Ici, si cela ne vous dérange pas. Je pense qu'il est temps d'amener cette performance à son mouvement final. » Le soleil avait presque disparu derrière les arbres lorsque Lenora Bexley fut escortée jusqu'à la carrière. Elle est arrivée dans sa redingote, les cheveux tirés en arrière, l'expression tendue et posée. Lorsqu'elle vit Juliane, Emily et l'inspecteur attendre à distance discrète, elle fronça les sourcils. Mais c'est Miss Marple, debout sereinement près d'un banc patiné, qui a attiré son attention. « Je suppose qu'il y a une raison à cette mascarade, » a déclaré Lenora. « Pas de mascarade, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Juste une conversation. Allons-nous nous asseoir ?» Lenora jeta un coup d'œil vers le bord de la falaise, puis hocha la tête avec raideur et s'assit à côté d'elle. « J'avais autrefois une amie, » commença Miss Marple. « Une femme intelligente avec un goût pour le théâtre. Elle enseignait l'art dramatique dans une école de filles du Sussex. Elle disait que si l'on voulait vraiment connaître l'âme d'une telle personne, il fallait observer comment elle réagissait au silence. Pas au discours, pas aux accusations, juste au silence. » Lenora croisa les bras. « Et qu'espérez-vous que le silence révèle sur moi, Miss Marple? Que vous n'êtes pas venue à Netherbramble uniquement pour enseigner la musique. Vous êtes venue avec des affaires inachevées, avec regret, et peut-être un plan. » Les yeux de Lenora se plissèrent. « Vous pensez que j'ai empoisonné Archie Endicott? »« Je pense, » répondit doucement Miss Marple, que vous étiez autrefois profondément amoureuse d'un homme qui avait commis des erreurs. Terrible. Mais il a essayé de se racheter. Vous l'avez peut-être aidé. Ou peut-être n'avez-vous pas réussi à l'arrêter. Quoi qu'il en soit, vous avez emporté cette culpabilité ici avec vous. Et puis, vous avez vu l'homme qui a volé cette chance de rédemption. « Idiotio. Je n'ai pas tué Endicott, » dit Lenora d'un ton d'acier. Miss Marple hocha la tête. « Mais je crois que tu as essayé de tuer quelqu'un d'autre. » Le silence tomba entre eux. Pas lourd, pas hostile, juste encore. Miss Marple continua doucement. « Quand vous êtes arrivé au récital, vous avez vu Emily Swithin prendre un verre sur le plateau. Celui que vous aviez préparé. Vous avez paniqué. Endicott, tenant déjà un autre verre, a remarqué votre détresse. Il a posé le sien, et peut-être dans une petite tentative pour vous ennuyer, a pris celui qu'Émilie venait de toucher. Celui empoisonné. Le visage de Lenora était illisible. Il n'a jamais été votre cible, a poursuivi Miss Marple. Émilie l'était, parce qu'elle savait. Pas seulement à propos de Verhagen, mais à propos de Verhagen. Toi, à propos de votre rôle dans tout cela. Elle ne savait rien, rétorqua Lenora. Elle s'est souvenue de vous à Vienne, dit doucement Miss Marple. La lettre que Verhagen vous a dictée. Vous étiez censé la publier, mais vous ne l'avez pas fait, ou vous n'avez pas pu.
ou quelqu'un vous a convaincu de ne pas le faire. Lenora se leva brusquement, les yeux flamboyants. « J'essayais de le protéger, je vous crois, » dit simplement Miss Marple. Les mains de Lenora tremblaient. « J'ai vu ce que cette lettre ferait. Aux personnes nommées, à Julian, à tous ceux qui aimaient la musique de Verhagen. Elle les aurait tous détruits. Mais au lieu de cela, dit Miss Marple, cela vous a détruit. » Lenora détourna le regard. « Je n'essayais pas de blesser Émilie, » dit-elle, plus douce maintenant. « Je pensais qu'elle allait le dire à Julian, qu'elle s'était enfin souvenue de ce qu'elle avait vu ce jour-là dans les bois. Et puis, il me détesterait pour ce que j'ai fait. »« Vous avez empoisonné un verre lors d'un récital, Lenora, » dit Miss Marple. « Vous avez pris un risque calculé avec une salle pleine de monde. Je n'ai pas signifié pour qu'Endicott meure, a-t-elle pleuré. Mais quand il l'a fait, c'était comme si c'était la justice. La voilà, la note que Miss Marple écoutait. » Elle se leva et posa légèrement une main sur le bras de Lenora. « Vous savez, ma chère, la justice arrive rarement, à temps. Mais elle arrive toujours, tôt ou tard. » L'inspecteur Lyle s'est alors approché et Lenora n'a pas résisté lorsqu'il l'a placée en état d'arrestation. Il n'y a eu aucune explosion, aucune protestation, juste une résignation discrète, comme un accord final frappé à la fin d'une sonate, inévitable et douloureux. Julian la regarda partir, son expression contradictoire. « Elle faisait partie de ma vie, » dit-il doucement, « et une partie du sien. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, et nous devons nous souvenir d'elle pour tout cela. La musique, la loyauté, le chagrin. » Émilie s'avança, les yeux remplis de soulagement, mais aussi de tristesse. « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, » a-t-elle déclaré. « Vous ne l'avez pas fait, » répondit Miss Marple en lui prenant la main. « Vous vous en êtes souvenu, et vous avez dit la vérité. C'est tout ce que tout le monde peut faire. » Alors qu'il s'éloignait de la carrière, la brise remuait les arbres, et l'eau, en contrebas, ondulait à nouveau, comme si elle libérait un souffle longtemps retenu. Miss Marple fit une pause et se retourna une fois de plus. « Tant d'histoires cachées dans le silence, » pensa-t-elle, « et parfois, il faut la voix la plus douce pour les faire ressortir. » Le lendemain matin, le village de Nether Bramble était plongé dans un calme tamisé, un de ces rares silences qui suivent une tempête lorsque la terre semble trop épuisée pour parler. La nouvelle de l'arrestation de Lenora Bexley avait atteint tous les coins du village, même si les détails restaient vagues et les villageois, contrairement à leur habitude, se sont abstenus de spéculer. Les événements avaient frappé de trop près et le charme des commérages avait cédé la place à une réflexion tranquille. Au presbytère, Emily Swithin est restée à l'intérieur, assise près de la fenêtre avec une tasse de thé intacte, refroidissant à côté d'elle. Son père se déplaçait tranquillement dans la maison, la surveillant toutes les heures d'un regard inquiet. Elle avait dit sa vérité, mais le fait de revivre ce souvenir longtemps enfoui lui pesait encore lourdement. Julian Hargreaves n'était pas revenu au domaine Hargreaves. Au lieu de cela, il avait pris une chambre à l'auberge et avait demandé à ne pas être dérangé. Il n'avait pas touché au piano depuis la nuit où Miss Marple lui avait demandé de rejouer la sonate. Il semblait que la musique, autrefois son réconfort, était devenue, ne serait-ce que temporairement, son fardeau. Quant à Miss Marple, elle était dans son jardin, en train de tailler les hortensias de fin d'été, lorsque l'inspecteur, Lyle, est arrivé à la porte. « Je pensais te trouver ici, » dit-il en franchissant l'arche avec sa vivacité habituelle.
Miss Marple leva les yeux de son sécateur. Il n'y a pas de meilleur endroit pour réfléchir que parmi ces fleurs. Et vous, inspecteur, arrivez-vous avec une confirmation définitive ou des doutes persistants? Lyle eut un sourire fatigué. Un peu des deux. Il s'assit sur le banc pendant qu'elle continuait à tailler. Nous avons confirmé que Lenora Bexley avait acheté de petites quantités de strychnine à Londres 2 semaines avant le récital. Elle prétendait que c'était pour lutter contre les taupes dans le jardin. Mais le timing est révélateur. Oui, murmura Miss Marple. L'intention ne réside souvent pas dans l'achat, mais dans le moment de l'utilisation. Elle a avoué, dit doucement Lyle, ou presque. Elle prétend qu'elle avait seulement l'intention d'effrayer Emily, de la faire taire. Elle dit que la dose était destinée à neutraliser, pas à tuer. Miss Marple s'arrêta, essuya la lame de son sécateur avec un mouchoir et la remit dans la poche de son tablier. Elle ment. Lyle haussa un sourcil. « Tu penses qu'elle a fait « Tu veux tuer ?» Miss Marple était assise à côté de lui. « Je pense qu'elle essaie de conserver un minimum de moralité. Mais les faits ne mentent pas, inspecteur. Elle a mis de la strychnine dans un verre à vin et l'a laissé circuler lors d'un rassemblement. Ce n'est pas l'acte de quelqu'un qui veut simplement effrayer. C'est l'acte de quelqu'un de désespéré, peut-être même assez trompé pour imaginer qu'un petit acte de violence chirurgicale pourrait éliminer le dernier obstacle à la paix. » Lyle expira. « Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas ?» Miss Marple hocha la tête. « Trop de fois, les gens sont convaincus que leur souffrance justifie la cruauté. Ils les enveloppent dans la musique, dans le silence, dans de nobles idéaux. Mais le meurtre, inspecteur, n'est jamais raffiné. Il est toujours brutal à la fin. » Ils restèrent, assis un moment encore à l'ombre de la glycine. Puis Miss Marple se leva et épousseta sa jupe. « Il y a encore quelque chose que vous devriez voir, » a-t-elle déclaré. De retour dans son salon, elle ouvrit une petite boîte provenant d'une armoire verrouillée. À l'intérieur se trouvait le fragment de papier qu'elle avait récupéré sur le piano, celui caché sous la touche D tachée. Elle le tendit à Lyle, il le lut lentement, à haute voix. « Ne doit jamais parvenir au ministère. Enterrez-le avec lui, s'il le faut. » « Cela vient de la confession originale, » a déclaré Miss Marple. « Les derniers mots de Verhagen à ce sujet. Je crois que Lenora a tenté de le détruire et il s'est glissé d'une manière ou d'une autre dans le piano. Peut-être pendant la répétition, ou peut-être qu'elle l'a placé là délibérément, pensant qu'il ne serait jamais retrouvé. Elle n'a jamais posté la lettre. Non, parce qu'elle savait ce qu'elle contenait. Elle l'aimait et elle croyait, bêtement, tragiquement, que son héritage comptait plus que ses erreurs. Endicott, de son côté, a vu une opportunité. Il a pris la lettre, a vu les noms et a utilisé ces informations pendant des années pour manipuler les autres. Lenora n'était pas sa seule victime. Lyle hocha sombrement la tête. « Vous pensez qu'il faisait chanter les autres habitants du village? Je parierais là-dessus. J'imagine que Madame Marchwood savait quelque chose. Peut-être même le révérend Swithin. Il a toujours semblé un peu trop prêt à absoudre Endicott de tout soupçon. Mais sans la lettre complète, nous n'en connaîtrons jamais la portée. Mais c'est Emily qui s'est souvenue de la conversation dans les bois. »« Oui, » dit Miss Marple. « Elle était jeune, mais le traumatisme l'a gravée dans sa mémoire. Lorsque Julian a joué la sonate en utilisant les mêmes notes discordantes des exercices privés de Verhagen, cela a déclenché ce souvenir, et elle a réalisé que la menace n'avait pas disparu. »« Pauvre fille !» marmonna Lyle. « Elle portait tout ça seule. » Pas plus.
Ce soir-là, à la demande douce de Miss Marple, Julian et Emily se retrouvèrent dans le jardin de l'église. L'air de l'été était chargé du parfum du chèvrefeuille et des roses tardives, et même si leurs moquetés d'eau peu nombreux, quelque chose de longtemps retenu entre eux semblait enfin libéré. « Je suis désolé, » dit Julian, « pour ce qui s'est passé, pour ne pas t'avoir protégé. » Émilie secoua la tête. « Tu n'étais qu'un garçon, moi aussi. Nous n'avons pas compris ce que nous avons vu. Mais je m'en souviens maintenant. Et je me souviens que tu te tenais devant moi. Quand ils se sont disputés, tu as essayé de me protéger. » Il cligna des yeux. « J'avais oublié ça. »« Mais je ne l'avais pas fait, » dit-elle avec un léger sourire. « C'est pour ça que je suis venue au récital. C'est pour ça que j'ai écouté. As-tu compris ce que je disais? Oui, pas tout, mais assez. » Ils restèrent un moment silencieux, regardant le soleil se coucher derrière le clocher. Lorsque Julian lui a tendu la main, elle l'a prise, non pas par amour peut-être, mais en reconnaissance de quelque chose de partagé. Une histoire, une blessure, et peut-être un avenir. Plus tard dans la nuit, Miss Marple s'est assise près de sa fenêtre avec une tasse de cacao, son cahier enfin fermé. Le jardin à l'extérieur était calme, et le vent portait le bruit lointain d'un hibou en vol. La sonate enveloppée, comme l'appelaient désormais les journaux, n'avait pas été jouée depuis le meurtre. Julian avait déjà reçu des offres de maisons de musique et de journalistes, désireux de publier ou d'enregistrer la pièce. Il les avait tous refusés, mais Miss Marple soupçonnait qu'il y reviendrait un jour, quand la douleur s'est atténuée et que les significations ont changé. Après tout, la musique, comme la vérité, n'est jamais restée éternellement enterrée. Elle sirota son chocolat et s'autorisa une dernière pensée. Les gens tuent rarement par amour, mais ils tuent souvent pour ce qu'ils considèrent comme de l'amour, ou de la loyauté, ou un héritage. Elle ferma les yeux et sourit faiblement. Et parfois, ils tuent parce qu'ils ne supportent plus le silence. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Lenora Bexley, et Nether Bramble, bien que commençant à reprendre sa routine de thé à l'église, de concours de dahlias et de promenades tranquilles dans les haies, ne s'était pas complètement remis du choc. Il ne s'agissait pas seulement de la mort, même si cela seul avait suffi à bouleverser le village. Il s'agissait de savoir que quelque chose beaucoup plus sombre était passé inaperçu parmi eux. Ces secrets, comme des racines, étaient devenus épais et emmêlés sous la surface de leur vie idyllique. La salle de récital du domaine Hargreaves est restée verrouillée. Personne n'osait y entrer, pas même le personnel de nettoyage. Julian n'avait pas joué depuis cette dernière représentation pour Miss Marple. La sonate, obsédante, fracturée et pleine de douleur, résonnait toujours dans ses pensées, et il se retrouva à éviter les touches, craignant les nouvelles vérités qui pourraient surgir s'il jouait à nouveau. Un après-midi, à l'improviste, mais pas inattendu, Miss Marple lui rendit visite. Elle le trouva dans le jardin, assis sur un vieux banc de bois, sous un pommetier qui n'avait pas porté de fruits depuis 2 saisons. « Ça vous dérange si je m'assois » elle a demandé. Il désigna l'espace à côté de lui, effaçant quelques feuilles mortes. « Je pensais à Vienne, » dit-il, après une longue pause. « Et à propos de Verhagen, ce que je pensais savoir de lui, ce que j'ai choisi de ne pas voir. » Miss Marple ne dit rien au début. Au lieu de cela, elle sortit une petite boîte de son sac à main et lui offrit un biscuit. Il l'accepta sans un mot.
Ce n'était pas un monstre, finit par dire Julian. Juste un homme qui a fait des choix terribles et qui a ensuite passé le reste de sa vie à essayer de les racheter. C'est le problème de la rédemption, répondit Miss Marple. Cela arrive si rarement avant que le mal ne soit fait. Je ne comprends toujours pas Lenora, a déclaré Julian. Elle l'aimait, je le crois, mais elle a essayé de tuer quelqu'un pour enterrer la vérité, encore une fois, tout comme Endicott. Elle croyait préserver quelque chose de noble, dit doucement Miss Marple. La musique, le souvenir, sa loyauté envers un homme qui, à ses yeux, est devenu plus grand que ses péchés. Mais la dévotion peut être dangereuse lorsqu'elle nous aveugle aux conséquences. Julien hocha la tête. Pensez-vous que les gens se souviendront de lui, tel qu'il était, ou comme ce que Lenora a essayé de faire de lui? Les gens se souviennent de ce qu'ils sont prêts à comprendre, dit-elle doucement. Le reste est réécrit dans des chuchotements et des biographies. Ils restèrent assis tranquillement pendant un moment. « Veux-tu rejouer ?» Elle a demandé. Il hésita. Un jour, peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Elle sourit. C'est tout ce que nous pouvons demander à un compositeur. Dans les jours qui suivirent, les pièces commencèrent à tomber dans leur lieu de repos naturel. Le rapport du coroner indiquait officiellement le décès d'Archibald Endicott comme homicide par empoisonnement, désignant Lenora Bexley comme principale suspecte, avec l'intention de nuire à autrui, Emily Swithin, entraînant par erreur la mort d'Endicott. Le procès de Lenora était fixé au printemps suivant. Le fragment de lettre que Miss Marple a récupéré du piano, bien qu'incomplet, était suffisant pour déclencher une enquête plus approfondie de la part des autorités gouvernementales. Des enquêtes discrètes ont été menées sur les relations internationales d'Endicott et plusieurs dossiers dormants ont été rouverts. On parlait, chuchoté parmi les responsables du comté, de dissimulation d'après-guerre, de débats à huis clos et de noms qu'il valait mieux ne pas prononcer. Miss Marple, bien entendu, n'a pas spéculé. Elle avait toujours trouvé la vérité plus acceptable que la rumeur, même si elle était plus difficile à avaler. Emily Swithin revient progressivement à la vie du village. Elle reprit ses fonctions à l'église, parcourant désormais les ruelles plus librement, sa posture plus droite. Le changement en elle était subtil mais indubitable. Elle ne bronchait plus face au bruit soudain et ne détournait plus le regard lorsque les gens croisaient son regard. Elle et Julian ont échangé des lettres amicales, prudentes et brèves. Lors du culte du dimanche suivant, elle a lu la leçon d'une voix claire et ferme. Même le révérend Swithin a pleuré. Un après-midi pluvieux, l'inspecteur Lyle a rendu visite à Miss Marple dans son chalet de Church Lane. Il apporta un petit bouquet d'asters violets et blancs et un sourire penaud. « Je pensais que je dirais au revoir correctement, » a-t-il déclaré. « Vous nous quittez si tôt ?» demanda-t-elle en acceptant les fleurs. « Ils me ramènent au commissariat du comté, » a-t-il déclaré. « Trop de meurtriers à attraper, et pas assez de Marple pour aider à les attraper. » Elle rit. « Vous avez fait du bon travail ici, inspecteur. Vous aviez juste besoin d'un petit coup de pouce. » Il inclina la tête. « Tu me pardonneras si je dis que j'espère que nos chemins ne le faites pas retraverser. Seulement dans des circonstances agréables. » Ils partagèrent du thé et du gâteau aux graines. Et quand il partit, elle retourna à son fauteuil où l'attendait un nouveau projet de tricot, de la laine douce de la couleur du crépuscule.
la sonate n'a jamais été publiée. Julian conservait la partition dans un dossier en cuir sur une étagère du bureau de son père. Il n'a fait aucun effort pour le distribuer ou le rejouer. Mais un jour d'hiver, des mois plus tard, une mélodie solitaire s'échappait du salon. Le Bechstein avait été accordé et une seule note jouée. Puis, un autre. Puis, lentement, prudemment, le premier mouvement de sonate en ré mineur. Un adieu est sorti du calme. Mais c'était différent maintenant. Plus doux, plus tempéré. Il l'avait réécrit. Suppression de la netteté du deuxième mouvement. Équilibrer la phrase. Finale. Toujours triste, oui, mais aussi indulgent. Il l'a intitulé « Un deuxième silence ». Miss Marple, en l'apprenant par la femme de ménage du domaine, s'autorisa un petit sourire satisfait. Ce n'était pas seulement la résolution d'un meurtre qui lui plaisait, ni le rétablissement de la paix dans Nether Bramble. C'était la preuve discrète que les gens, aussi blessés soient-ils, pourraient guérir, même quand leurs chansons étaient plaintettes et pleines de tristesse, même quand le silence avait duré trop longtemps. Et ainsi, alors qu'elle était assise près de son petit feu ce soir-là, les flammes vacillantes, Miss Marple tournait une page de son cahier et écrivit les derniers mots de ce mystère. Une fausse note, une fois frappée, ne peut jamais être ignorée. Mais avec précaution, une nouvelle mélodie peut encore suivre. Elle ferma le livre et prit son thé. L'affaire, comme la sonate, était complète.